Bonjour à tous et à toutes. J'espère d'abord que vous soyez en bonne santé et dans un bon état d'esprit encore dans ce contexte de confinement. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo d'une série de récapitulation de notre parcours que nous avons programmé dans ce nouveau protocole de travail à distance pour faire face à ces situations sanitaires exceptionnelles et surtout face à l'impossibilité de continuer notre cours de manière présentielle. Je voudrais, avant de commencer, dire un mot sur la modalité d'évaluation à venir, notamment annoncer que le prochain jeudi 14 mai, une nouvelle vidéo sera téléchargée sur Moodle, une vidéo avec un échange entre les 4 intervenants dans ce cours, c'est-à-dire une vidéo avec des questions et des réponses que nous nous poserons autour des principales thématiques de notre parcours, et des questions et des réponses en base desquelles vous devrez de votre part réaliser le dernier contrôle continu programmé pour le protocole, dont les consignes sont déjà précisées sur Moodle. Donc celle-ci étant notre dernière vidéo, on finit par le début, on finit par où on a commencé. On finit avec ce premier moment de notre parcours où on avait identifié une problématisation philosophique nouvelle autour du concept de peuple à la fin du 19e siècle au sein du mouvement qu'on caractérise habituellement comme idéalisme allemand, comme idéalisme romantisme allemand. On va donc revoir l'émergence de ce concept de peuple dans la philosophie des idéalistes, notamment dans la pensée de Fichte, et particulièrement dans son texte « Les discours à la nation allemande » de 1807, un texte qui est fondamental pour la pensée politique des idéalistes, et un texte emblématique de la nouvelle manière de réfléchir à la problématique du peuple, au concept de peuple qui est celui qui nous occupe en grande mesure dans ce cours. Mais comme on l'a fait lors du cours présentiel, lors de notre premier cours au début du quadrimestre, j'aimerais resituer la philosophie de Fichte dans le mouvement plus général de l'idéalisme, dans ce contexte plus général de l'Allemagne des débuts du 19e siècle, et surtout dans cette nouvelle manière qui construisent les idéalistes d'approcher la construction d'un savoir sur l'existence sociale de l'être humain. C'est donc à ce nouveau paradigme épistémologique que je voudrais qu'on attire l'attention, à la manière dont les idéalistes proposent une nouvelle manière de construire un savoir, de construire un discours philosophique, scientifique, sur l'existence, sur l'être social de l'humain. Et je dis scientifique parce que ce mouvement, cette révolution épistémologique n'est pas exclusive de la pensée philosophique, mais on la retrouve dans tout un milieu intellectuel qui prend force en Allemagne au début du 19e siècle, qui s'identifie autour d'une nouvelle recherche sur l'esprit humain, qui incorpore de manière constitutive au savoir sur l'existence humaine, un savoir sur l'enracinement historique, l'enracinement géographique, sur l'existence anthropologique, linguistique, psychique de l'être humain en tant qu'élément constitutif de ce que même jusqu'à aujourd'hui en Allemagne on appelle Geisteswissenschaften, les sciences de l'esprit, les sciences humaines, qui sont justement ce nouveau savoir qui incorpore toutes ces dimensions de l'existence effective de l'être humain. Pour mieux saisir comment ce nouveau paradigme épistémologique émerge et comment prend naissance ce concept philosophique de peuple que les idéalistes développent, il est peut-être utile de voir ce par rapport à quoi ce tournant s'opère, de voir comment l'idéalisme allemand surgit à partir d'une certaine crise de la pensée des Lumières qui avait marqué toute une longue tradition pour penser la vie politique et sociale. On va donc essayer de saisir très schématiquement cette transition, cette opposition, ce passage qui va d'une philosophie politique des Lumières dominante dans le XVIIe siècle, dans le XVIIIe siècle, en Angleterre, en France et notamment en Allemagne avec le mouvement de la Aufklärung allemande, la transition de ce mouvement philosophique-là à la nouvelle philosophie idéaliste de l'esprit humain qui développe Fichte, Hegel, Schelling, parmi d'autres auteurs caractéristiques de l'idéalisme et du romantisme allemand. La tradition politique de la pensée politique des Lumières, qui va trouver évidemment dans la Révolution française un point d'aboutissement fondamental en tant qu'événement politique qui configure
l'ordre social européen, va développer un savoir du politique, principalement autour du concept de contrat social. Et je fais référence ici à la tradition philosophique moderne du contrat social, puisque la notion de contrat en soi-même a une longue histoire philosophique qui se remonte au Moyen-Âge, à laquelle on ne fera pas référence ici. Il faut préciser qu'ici on fait référence à la tradition, à la conception moderne du contrat social, telle que se développe dans une lignée de pensée de penseurs tels que Hobbes, Locke, Jean-Jacques Rousseau ou encore Kant, Immanuel Kant, lesquels, avec des manières très différentes, essayent de penser l'horizon normatif des sociétés à partir de la structure rationnelle de cet acte d'instauration du social. C'est-à-dire, leur philosophie politique essaye de capter la rationalité immanente de la procédure d'instauration du monde social. Évidemment, c'est donc dans l'acte de la volonté rationnelle que ces philosophes, que cette tradition des Lumières cherchaient le nouveau fondement du politique. C'est donc par opposition à toute justification du politique dans l'ordre naturel, dans l'ordre cosmologique, voire théologique. Ce n'est pas dans la nature des choses où il faut chercher le fondement du social, le fondement de l'État, le fondement du politique, mais dans l'acte de la liberté humaine, dans la forme par laquelle elle se donne elle-même un ordre pour pouvoir se réaliser socialement, juridiquement, dans un monde plus rationnel. Donc, notamment chez Kant, qui est une figure centrale, puisque c'est par rapport à qui les idéalistes, et notamment Fichte, on va le voir, vont construire sa philosophie, en se reconnaissant héritier de Kant et à la fois en mettant en question les limites du kantisme. Pour Kant, la vérité du social, justement, et en cela, il représente l'aboutissement, à mon avis, d'une certaine manière de concevoir le contrat social, va se trouver dans l'identification du noyau rationnel de cette volonté politique qui est à la base de l'instauration du social. Comme on l'a vu dans la citation qui figure dans le PowerPoint que vous pouvez trouver sur Moodle, tous les critères pour justifier, pour réfuter, pour évaluer une norme sociale donnée trouvent leur base dans ce noyau formel et structurel, rationnel de la volonté politique. C'est-à-dire que nous avons dans cette philosophie des Lumières, avec la notion de contrat comme élément fondamental, la projection d'un devoir être rationnel qui fonctionne comme l'horizon normatif par rapport auquel la norme sociale doit être dirigée. Et c'est une norme, c'est un horizon normatif qui peut être saisi par la philosophie de manière a priori, puisqu'elle fait partie de la conformation transcendantale de la raison. L'ensemble de cette pensée politique des Lumières, qui trouve chez Kant notamment une référence fondamentale, va commencer à vivre une certaine crise dans son effort de réaliser, de construire un savoir sur la sociabilité humaine. Et cela est dû non seulement à certains événements politiques particuliers, tels que la dérive de la Révolution française, la contradiction que ces phénomènes révolutionnaires commençaient à vivre, tels que la terreur en France, ou même l'émergence de l'empire napoléonien dans son expansion européenne, qui est par exemple le contexte par rapport auquel Fichte va essayer de concevoir les conditions pour une réalisation libre d'un État moderne. Mais tout un ensemble de phénomènes, comme par exemple la crise de l'ordre, ou le début de la crise de l'ordre colonial européen, avec les premières indépendances en Amérique qui se développent à partir notamment de l'indépendance haïtienne de 1804, mais qui inaugure tout un nouveau cycle d'indépendance en Amérique latine. Parmi des phénomènes, ce qu'ils font, c'est de dévoiler les contradictions internes d'une modernité politique et donc qui bascule la manière dont la philosophie doit produire un savoir du social, de la sociabilité humaine. Donc la question qui vont interroger les jeunes idéalistes dans ce contexte tellement troublé de la modernité européenne, c'est
une interrogation philosophique sur l'enracinement concret de cette rationalité de l'action politique que les Lumières voulaient saisir à partir du concept de contrat. Donc, ce qu'ils veulent faire les idéalistes, notamment avec cette émergence nouvelle du concept de peuple, c'est d'ouvrir un nouveau cadre épistémologique, un nouveau savoir, par lequel la raison puisse incorporer, comme des moments de la réalisation politique rationnelle, les déclinaisons culturelles, historiques, aussi anthropologiques, psychiques, linguistiques de l'action politique. Le peuple, le concept de peuple, si vous voulez, est le signe de cette réflexion politique qui incorpore toute cette dimension effective de l'existence humaine au cœur de la philosophie politique. Donc, pour commencer à préciser ce déplacement qui va du concept du contrat social au concept idéaliste, au nouveau concept idéaliste de peuple, je vais m'appuyer sur cette PowerPoint pour montrer comment, pendant que la tradition des Lumières essayait d'atteindre, de saisir dans la réflexion philosophique le principe rationnel qui préside la fondation du social, et cela, on l'a vu dans la citation de Kant que vous pouvez trouver dans le PowerPoint qui est sur Moodle. Pendant que c'est le principe rationnel qui était visé dans cette analyse des Lumières du politique, les idéalistes vont essayer de développer une approche génétique du social. Qu'est-ce qui veut dire génétique dans ce contexte? C'est ne pas seulement essayer de saisir la structure rationnelle de l'acte de la liberté qui fonde une société, mais pointer vers la genèse concrète de cet acte de autoconstruction d'une collectivité. Quand je dis concret ici, je parle donc de l'incorporation de toutes ces conditions que je viens de décrire, de la condition de la dimension culturelle, historique, religieuse, en tant que milieu de l'autoconstruction d'une société. Et j'attire ici dans le PowerPoint l'attention sur le mot milieu, car c'est ce qu'ils vont essayer de analyser les idéalistes, qui eux aussi veulent construire la vérité du social, la vérité du politique sur l'action de la liberté humaine. Mais ils se demandent à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ils inaugurent cette réflexion sur le peuple, quel est le milieu de gestation, le milieu de développement, d'émergence de l'action libre? Quel est le bassin génétique, donc une identification de la genèse, dans lequel la liberté se développe et se détermine elle-même comme une existence sociale collective? Cela nous mène à un deuxième déplacement dans ce passage des Lumières à l'idéalisme allemand, dans ce passage de la notion de contrat à la notion de peuple, qui est le déplacement impliqué par l'inscription d'un savoir sur la liberté humaine depuis l'effectivité de son parcours historique et culturel. C'est avec ce concept de effectivité que les idéalistes inaugurent une manière de concevoir cette réflexion philosophique sur la liberté humaine. Nous avons dans toute la tradition du contrat social un effort pour trouver l'horizon normatif rationnel du social. Et c'est le contrat social, cet idéal de devoir-être qui doit justement guider les efforts pour construire une société politique et juridiquement rationnelle. Chez Kant, il y a ce concept de l'idéal comme une réalité pratique, comme ayant une réalité pratique qui oblige, qui signale, qui oriente la raison dans sa réflexion politique. Les idéalistes, en revanche, vont essayer de passer de cette réalité pratique, de l'idéal, à la concrétude d'un esprit qui s'inscrit dans l'effectivité, dans la Wirklichkeit, pour le dire avec le terme allemand. Et donc, par effectif, on veut dire une idéalité, justement une rationalité, qui n'est pas seulement une idée qui oblige, mais une idéalité qui crée, qui produit le social même. Donc la conscience de soi d'un peuple, chez les idéalistes, c'est-à-dire l'autodétermination collective d'un sujet collectif qui est le peuple, n'est pas le devoir-être heuristique qui doit guider les efforts rationnels, mais la puissance génétique effective du social. Et certes, pour ne pas faire une caricature des Lumières, il faut bien sûr dire que la pensée de Lumière a incorporé une réflexion sur les conditions de réalisation de l'idéal. On trouve dans tout le XVIIIe siècle toute une réflexion sur une proto-anthropologie, sur les différences anthropologiques entre les humains, et qui bien sûr ont développé tout un souci
qu'on pourrait dire une anthropologie, pour penser comment cet idéal rationnel pourrait venir se manifester dans le monde matériel. Mais ce qui se passe avec les idéalistes, et c'est pour ça qu'ils entraînent un véritable tournant assez radical, c'est qu'ils incorporent toutes ces réflexions sur l'effectif au cœur même de la réflexion politique et sociale. Ça ne va pas juste être une anthropologie a posteriori pour penser les conditions d'application d'un idéal qui pourrait être ceci de son côté complètement a priori, mais toute la réflexion conceptuelle incorpore d'emblée le développement, le parcours historique culturel de la liberté en tant que dimension fondamentale de son devenir réel, de son devenir effectif. Il y a encore un troisième déplacement qui s'opère dans ce passage d'une théorie de contrat à ce nouveau concept de peuple que les idéalistes développent. Et c'est justement un déplacement dans la dimension épistémologique, c'est-à-dire dans la manière de construire un discours de vérité sur le social. Car, nous l'avons vu, pour les théories du contrat social, pour cette tradition de pensée qui se base dans la notion de contrat social, la vérité du social, du politique, se trouve dans cet idéal d'autodétermination qui doit orienter tous les efforts politiques, juridiques de la liberté humaine. Notamment chez Kant, on le voit, c'est cet idéal d'autodétermination qui doit guider les progrès, les efforts des institutions juridiques, étatiques, mais aussi plus généralement de l'espace public, de l'art, la religion, de la culture, etc. Donc c'est d'après cet idéal qui est le point, la pierre de touche de vérité du social, qui est un idéal qui est identifiable a priori d'après la conformation transcendantale de la raison, j'insiste sur ce point. C'est d'après ce fondement qu'on va pouvoir juger, critiquer les sociétés effectivement existantes. La démarche épistémologique des idéalistes est sensiblement différente, parce que du moment où ils incorporent la société effectivement existante dans le noyau de leur discours sur le politique, alors la rationalité politique s'incarne dans un parcours multiforme de l'histoire du développement des peuples. Et cela veut dire, c'est sur ce point que je veux attirer l'attention, que la vérité du social, qui se construit dans la théorie des idéalistes, se pose justement à partir d'une non-identité constitutive du sujet d'autodétermination. Et avec non-identité, je veux justement indiquer cette manière dans laquelle une rationalité politique, une conscience politique, du moment où elle est incarnée effectivement, elle se conçoit tout le temps comme un devenir, comme un mouvement de se transformer soi-même dans des réalités, dans des formations, dans des institutions, dans des formations spirituelles de toutes sortes. Et si je veux justement attirer l'attention sur cette non-identité fondamentale, comme une des guides pour essayer d'analyser ce nouveau concept de peuple, c'est parce que c'est ce qui montre que les idéalistes ne proposent pas un retour à une notion substantialiste du peuple, à une notion de type classique ou pré-moderne du peuple comme substrat. Que ce soit un substrat naturel, du type biologique, territorial, ou que ce soit un substrat éthique ou historique, spirituel. Ce n'est pas le cas chez les idéalistes. Ce que nous voyons, c'est un concept de peuple qui ne désigne pas une entité identique à soi-même, mais qui désigne plutôt une conscience collective qui est tout le temps altérée et affectée par sa situation, par sa propre réalisation, par sa propre devenir monde. C'est donc un processus, c'est le peuple est le milieu de ces processus qui consiste dans une altération constante de soi, dans un devenir autre, dans des réalités spirituelles du monde, et dans une reconnaissance de soi dans ce devenir autre. C'est notamment ce que Fichte va proposer par exemple, avec cette révolution éducative qu'il propose dans les discours à la nation allemande. Mais c'est également cette devenir autre qui constitue le peuple, ce que Hegel sur ce que Hegel va réfléchir lorsque, dans sa période de jeunesse surtout, il conçoit ce concept d'esprit de peuple, justement comme une conscience collective qui s'altère, qui se donne une réalité qui l'affecte. Un peuple, c'est un peuple dans la mesure où il devient quelque chose d'autre. Il devient une institution, il devient un langage, il devient dans une formation religieuse, dans un état, etc. C'est toujours dans ce processus de devenir autre et de se reconnaître dans cet
altérité, que le peuple trouve sa raison d'être en tant que fondement de l'ordre politique et social. Donc, pour conclure ce contrepoint entre cette théorie du contrat et ce nouveau concept de peuple, je vous propose de comprendre ce concept comme l'inauguration d'une certaine dialectique singulière, une dialectique de l'altération et l'identification, c'est-à-dire qui comprend l'agir libre d'un collectif dans l'affectation qui se développe lorsqu'il se réalise effectivement. Il s'agit toujours d'une philosophie politique qui se fonde sur la liberté humaine. La philosophie politique des idéalistes, c'est une philosophie de la liberté humaine. Sauf que le nouveau paradigme épistémologique qu'ils inaugurent, il s'essaye de saisir non seulement la forme rationnelle de l'acte libre, mais la non-identité constitutive de la liberté lorsqu'elle se découvre comme processus effectif, comme processus historique, comme processus social. Donc, pour revenir à Fichte et à sa proposition dans le discours à la nation allemande, il y a un concept particulier qui est mobilisé dans ce texte, qui est très important pour comprendre ce que Fichte entend avec la notion de peuple, qui est le concept allemand de Urvolk, qui est traduit en français comme peuple originaire, comme peuple natif, ou encore, dans une traduction qui me paraît assez intéressante, comme peuple aborigène. Et justement, l'idée de Fichte, ce n'est pas de pointer avec le Urvolk une identité substantielle du peuple allemand, qui serait à l'œuvre dans cette reconstruction nationale que Fichte vise. Une identité qu'on pourrait dire substantielle, originale, en tant qu'une certaine substantialité toujours la même dans un parcours temporel. C'est une conception de peuple, celle de Fichte, qui ne fait pas allusion à la substantialité naturelle, que ce soit biologique, raciale ou encore territoriale, par exemple par rapport à une limitation géographique de l'Allemagne, et qui ne fait pas non plus allusion à une substantialité historique. Ce n'est même pas un historicisme, c'est-à-dire une théorie de la continuité historique du peuple allemand. C'est plutôt l'idée, l'exhortation, plus que l'idée, puisque c'est un discours à la nation qui vise justement à construire dans une visée performative de construction de la nation, qui est une exhortation donc à une pratique originaire. Originaire dans le sens où elle est créativité radicale, où elle est source génétique des horizons de signification, des horizons de sens. Les productions, cette activité qui doit être justement mobilisée dans ce contexte dans lequel l'Allemagne est occupée par l'emprise impériale napoléonienne, c'est une activité de production de nouvelles formes sociales. C'est pourquoi ce qui structure, ce qui ordonne les discours, ce n'est pas la célébration d'une identité close en elle-même, une célébration de l'allemanité comme une entité substantielle qu'il faut récupérer, qu'il faut restaurer, mais un appel pragmatique, c'est-à-dire qui vise une certaine pratique, justement, qui s'ordonne à partir d'un programme d'éducation nationale, justement, qui puisse faire de la non-identité constitutive de social, de cette altération constante, de cette modification de soi constante du peuple, une force créatrice, une dynamique de perfectionnement réciproque des individus pour parvenir à une réalisation matérielle de la liberté. Je voudrais donc finalement signaler deux activités qui se manifestent dans ce mouvement qui caractérise le peuple chez Fichte dans les discours à la nation allemande, et qui sont deux dimensions qui sont très importantes pour le reste des idéalistes, pour Hegel et pour Schelling, justement parce qu'ils manifestent ce caractère de non-identité de l'esprit humain, de altération de soi, de créativité radicale, qui est un peu le noyau de leur conception d'esprit, de la liberté spirituelle de l'être humain. Donc la première de ces dimensions, c'est l'imagination. Parce que c'est une faculté très importante, parce que justement le projet d'éducation populaire que Fichte entend mettre en place, un projet d'éducation qui est la base de la reconstruction nationale de l'Allemagne à laquelle Fichte fait appel, elle se base en grande mesure dans une instauration d'une nouvelle faculté de créer des images dans les individus et collectivement, c'est-à-dire l'éducation, ce perfectionnement réciproque qui est à la base d'une récupération de la liberté du peuple, est fondamentalement
une éducation pour imaginer collectivement une destinée sociale. Construire des images, ce n'est pas construire des fictions, c'est une activité créative dans le sens large, c'est-à-dire des productions esthétiques, des productions politiques, des figurations religieuses, des récits qui sont imaginés par la liberté collective du peuple pour justement, dans une manifestation de cette nature créatrice de liberté. De cette manière, l'image est image de la vie absolue de la liberté. Mais c'est toujours une image en situation de cet esprit originaire. Ce n'est pas un essai de faire une représentation d'une vie transcendantale, c'est l'effort d'activer la vie originaire dans la création des nouvelles significations, qui ne copie pas, ce n'est pas une copie de la réalité qui est déjà là, mais qui préfigure la liberté dans la particularité du collectif humain historique dans le peuple. La notion de préfiguration est centrale, puisqu'il s'agit justement, il montre justement cette caractéristique de non-identité de l'esprit dans l'imagination. Car la préfiguration ne répète pas dans une image ce que l'esprit peut percevoir empiriquement. C'est justement, la préfiguration figure quelque chose que le peuple n'est pas encore. Il préfigure une altération de soi du peuple, il projette le peuple en dehors de soi, il invite donc par cette éducation de l'imagination, à les individus et les communautés à sortir en dehors de soi, à s'altérer, à se transformer, à créer du nouveau. Il y a une deuxième opération, une deuxième activité pragmatique que Fichte évoque dans les discours à la nation allemande, que je voudrais analyser avec vous, c'est la pratique langagière. C'est l'activité du langage et de la langue qui sont très importants pour le projet pédagogique de cette nouvelle éducation nationale à laquelle Fichte fait appel comme moyen de reconstruction du peuple allemand. C'est justement, ce projet éducatif est en grande mesure une récupération de la langue allemande qui était à ce moment-là une langue subordonnée dans le domaine de la culture, dans le domaine universitaire encore, et que justement, il faut récupérer pour commencer à produire au niveau intellectuel, culturel, esthétique, dans la langue qui parle le peuple, qui parle l'ensemble de la communauté. Donc c'est autour de la langue allemande que Fichte entrevoit la possibilité de créer une nouvelle communauté pour le peuple allemand. Mais il faut faire attention parce que, encore une fois, Fichte n'est pas en train de substantifier la langue allemande comme le réservoir éthique du peuple. Ce qu'on voit quand on lit ce que le discours à la nation allemande réfléchissent autour du langage, c'est que ce que Fichte vise, c'est cette pratique d'activer une manière singulière de comprendre l'activité linguistique comme Ursprache, et encore une fois, comme langue native, comme langue originaire, langue aborigène, qui n'est pas un réservoir sémantique qu'il faut aller chercher, et toute l'activité discursive serait, comme si l'activité discursive serait orientée vers la restauration des valeurs sémantiques qui seraient gardées pour toujours dans la langue allemande. Ce n'est pas cela qui est pointé, mais justement une puissance à l'œuvre dans l'acte langagier, qui est justement de révisiter la langue, de reprendre et récupérer le système empirique linguistique et de le transformer pour produire justement des nouvelles significations, pas pour répéter un champ sémantique prédonné, mais pour créer à partir de la langue du peuple des nouvelles significations dans lesquelles la liberté puisse se construire son propre horizon de sens. Cette centralité du langage qu'on trouve dans les discours à la nation allemande, elle est transversale à toutes les pensées idéalistes. Tous les idéalistes, Hegel, Schelling, ont travaillé autour de la question du langage, justement parce qu'elle dévoile cette dialectique de la non-identité de l'esprit d'une manière singulière. Dans la langue, dans l'usage du langage, la liberté se trouve affectée par un champ linguistique qui la conditionne dans un certain sens, qui l'affecte. Mais à la fois, cette pratique libre du langage transforme ce conditionnement, ce milieu. Et c'est donc le concept de milieu que nous avons évoqué au début se montre clairement dans cette dimension de la pratique langagière, puisqu'on voit une activité qui est située, qui se trouve dans un milieu, mais qui n'est pas absolument déterminée par sa situation, qu'elle est capable, cet agir libre de l'humain dans un milieu, de transformer le cadre situationnel dans lequel il est inscrit, dans ce cadre
dans ce contexte, le cadre linguistique. Pour essayer de simplifier, pour donner un exemple de comment se donne cette activité dans la pratique langagière, Fichte évoque notamment comme une activité paradigmatique de ce mouvement, la poésie. Puisque la poésie, elle utilise la langue populaire, elle prend une langue donnée, toujours elle se développe dans une langue déterminée, mais elle ne se limite pas à reproduire ou à simplement manifester la vérité sémantique intime de la langue. La poésie, d'après Fichte, ce qu'elle fait, c'est élargir toujours le champ des significations. Elle violente la langue empirique dans un certain sens, dans le sens où elle la révisite pour fournir des nouvelles expériences sémantiques, des nouveaux horizons de sens avec la matérialité sémantique de la langue populaire. Ce que nous avons avec Fichte, donc, c'est une proposition pragmatique pour comprendre cet usage de la langue dans le peuple comme une pratique créative d'altération de soi d'une collectivité donnée. C'est en grande mesure ce mouvement qui veulent pointer les idéalistes plus généralement avec le concept de peuple, qui se manifeste dans le langage d'une manière paradigmatique, puisque c'est l'activité collective d'une liberté, qui n'est pas une liberté abstraite, mais une liberté incarnée, qui se reconnaît soi-même dans un concept constant de devenir autre par une retransformation du milieu sémiotique dans lequel elle est non moins toujours inscrite. Donc pour conclure, ce que nous avons essayé de faire dans cette brève présentation, c'est d'essayer de saisir ce déplacement épistémologique des idéalistes qui vont essayer de construire un discours de vérité sur le social, non pas à travers la saisie de la structure rationnelle de l'acte de fondation de social, ou encore la structure rationnelle a priori qui serait l'essence rationnelle de la sociabilité humaine, mais plutôt à voir comment cette rationalité de la liberté, sur laquelle ils fondent leur théorie politique toujours, comment cette rationalité s'incarne, comment elle s'affecte dans une genèse effective de soi, dans des parcours historiques concrets. C'est-à-dire comment ils fondent la vérité du social à partir d'une non-identité constitutive du peuple comme sujet d'autodétermination. Et justement, ce que nous avons vu à partir de Fichte et dans ses discours à la nation allemande, c'est que cette non-identité, ce travail sur la non-identité constitutive du sujet collectif était surtout travaillé à partir d'un projet éducatif, puisque le projet éducatif, c'est justement cet appel à la créativité de soi, à l'altération de soi dans un perfectionnement, dans un devenir autre, à partir d'une certaine activité de créativité qui s'engage à partir de la liberté des individus qui participent dans une communauté d'éducation réciproque. Et justement, on a vu deux éléments fondamentaux, deux opérations que Fichte entend qui sont clés pour penser cette reconstruction éducative de la nation allemande. D'un côté, nous avons l'éducation de l'imagination, l'éducation à créer des images qui sont des modèles qui permettent d'engager l'action des individus, c'est-à-dire qu'ils ont une puissance pratique pour orienter l'action des individus et des collectifs, mais qui sont justement des images qui supposent d'une certaine manière une sortie du soi de la collectivité, puisqu'il ne s'agit jamais d'une répétition de soi, d'une caricature de soi dans une répétition de son être empirique, mais c'est toujours une préfiguration, c'est toujours l'annonce dans une figuration de quelque chose que le sujet du peuple n'est pas encore. Et la deuxième dimension pragmatique fondamentale qui est à l'œuvre dans ce concept de peuple des discours, c'est l'évocation, c'est l'exhortation à une nouvelle pratique langagière dans la langue populaire, qui n'est pas justement répétition de la langue empirique du peuple, qui n'est pas simplement une réitération de la langue parlée telle que empiriquement parlée dans l'ensemble de la communauté, mais l'activation d'une créativité radicale, c'est-à-dire d'une activité de créer des nouvelles significations dans la matérialité sémiotique de la langue qui est parlée par l'ensemble de la communauté et donc dans une socialisation de l'activité de créer des horizons de signification. Donc, je voudrais vous remercier par votre attention dans cette récapitulation du concept de peuple chez Fichte et l'idéalisme.
Et je voudrais donc vous souhaiter une bonne chance pour ce qui reste du quadrimestre et également pour la saison d'examen qui aura lieu bien évidemment dans des conditions qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc je vous encourage et je vous souhaite une très bonne chance pour cela. Je voudrais juste préciser que le PowerPoint complet de cette présentation que je viens de faire, qui est une récapitulation de ce que nous avons vu dans le cours présentiel, se trouve déjà sur Moodle, où vous pourrez trouver les passages qui correspondent à Kant, à Fichte, à Hegel, dans ce parcours que nous avons fait autour de la question du peuple. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.